Platon est la superstar de la philosophie, mais si vous voulez vraiment apprendre à philosopher par vous-même, c'est-à-dire à réfléchir par vous-même d'une manière rigoureuse, puis à développer votre sens critique, puis votre capacité de réflexion, toutes ces choses-là, le philosophe que vous voulez vraiment lire puis apprendre à connaître, c'est Aristote. Alors, mon nom est Christian Maltais. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que je me suis embarqué dans un gros projet d'auto-apprentissage de la philosophie, puis j'ai fini il n'y a pas très très longtemps de lire la totalité de Platon et d'Aristote. Puis j'ai aussi fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où est-ce que j'expliquais la République de Platon en utilisant Dune. Puis c'était bien le fun, mais la conclusion, c'était que le modèle de la République de Platon, il marche pas tellement, en fait. Le fameux modèle en cinq paliers là, de niveau de gouvernement. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu le même principe. Là. Je vais vous rappeler vite fait Platon, c'est quoi, juste pour comparer dans la République. Puis après ça, je vais vous présenter l'équivalent de la République chez Aristote. Donc, comment est-ce que lui subdivise les régimes politiques, puis on va voir que c'est beaucoup plus simple en fait, puis beaucoup plus efficace. Ça marche juste mieux, puis on va prouver ça, on va le démontrer en utilisant des exemples tirés des régimes politiques dans la science-fiction. J'ai pas de tier list aujourd'hui parce que à cause du modèle d'Aristote, ça s'appliquait moins bien, ça marchait moins bien, mais bref, ça va être le fun pareil. Ça fait que commençons. Rappel rapide de Platon, comment est-ce que lui subdivise les régimes politiques? Ben, il y a une hiérarchie en fait qui met de l'avant dans la République. Et il part du meilleur régime politique au pire régime politique, et il y en a 5 selon lui. Le premier, c'est ce qu'il appelle l'aristocratie. Aristos, ça veut dire meilleur, en fait. Donc, c'est en vérité le régime politique où les meilleurs gouvernent. Et pour Platon, les meilleurs, ça veut dire l'équivalent des philosophes. En vérité, quand on va lire réellement qu'est-ce qu'il dit, là, dans les chapitres qui précèdent, en particulier celui où il explique ce régime politique-là, ce qui veut dire, c'est le monde qui pense comme lui. Que je vous vends le punch. C'est ça qui se passe. C'est les gens qui appliquent sa manière de penser à lui, sa doctrine à lui, puis etc., etc., etc. C'est, grosso modo, c'est ça. Donc, les meilleurs. Puis il va sans dire que dans l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé que ce régime-là existe. Il y a eu une tentative avortée à l'époque de Plotin, là, mais c'est un sujet pour un autre jour. Okay? La version courte, c'est que le régime idéal que Platon décrit, c'est ça s'est jamais vu. Le plus proche, si vous voulez, qui pourrait peut-être y ressembler, c'est les républiques islamiques d'un certain point de vue. Il y a un nombre étonnant de parallèles qu'on pourrait tracer, mais c'est pour dire que l'aristocratie de Platon, c'est les gens qui appliquent ses philosophies à lui, puis c'est son meilleur et ça s'est jamais vu. Le deuxième, tout de suite en dessous de ça, c'est ce que lui appelle la timocratie. Ce sont les gens qui recherchent les honneurs. Le principal modèle, d'après le contexte qu'on en comprend en gros, c'est qu'il semble faire référence au régime politique qu'il a très bien connu, c'est-à-dire celui de Périclès, donc la démocratie athénienne. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire en gros. Puis le principe, c'est que les gens gouvernent parce qu'ils veulent être vus comme étant des bons gouvernants, puis ce désir motivé en partie par l'ego, puis c'est ça, une vertu non entièrement désintéressée. Donne le deuxième meilleur régime. En dessous de ça, il y a l'oligarchie, où est-ce que les riches gouvernent et ils font le party, ils exploitent les gens, mais c'est encore un régime meilleur malgré ses iniquités que la démocratie, où c'est que le peuple ordinaire gouverne, puis la démocratie, faut se méfier des homonymes, là, parce que ça veut pas dire du tout la même chose dans l'Antiquité que ce que nous, on entend par habitude à notre époque, là. Puis en gros, faut voir un petit peu
gouverné par les émeutes, la foule. Là. King Mob, comme disaient certains... c'est peut-être Burke là, qui parlait de ça quand il parlait de la Révolution française. Pas entièrement à raison, mais c'est un sujet pour un autre jour. L'idée ici, c'est que le plus proche, un bon exemple, je pense, c'est dans le 3e film de Batman de Christopher Nolan, quand... il y a, le genre d'émeute, de révolution, si vous voulez, à New York, puis que le peuple prend le contrôle. C'est ça, qui est un délire réactionnaire, en vérité. C'est un pur fantasme réactionnaire basé sur la peur de Occupy Wall Street, essentiellement, ce truc-là. Mais l'idée générale est que ce genre de phénomène-là, là, de foule qui prend le contrôle du pouvoir, qui s'est vu, en vérité, certainement dans l'Antiquité. Là, c'est un vrai truc qui a déjà existé. C'est à peu près ça qui est en tête quand il pense à la démocratie. Et le dernier régime politique, d'après Platon, le plus bas, le plus mauvais, c'est la tyrannie, où l'État est gouverné par un tyran, c'est-à-dire un gars qui gouverne selon ses caprices, la moindre de ses volontés, et règle générale, il est manipulateur et débauché. Ce sont les critères. Mais il faut être manipulateur pour devenir tyran, et la raison pour laquelle les tyrans déploie ses efforts, c'est pour être débauché. Puis ça aussi, il faut dire qu'en vérité, honnêtement, historiquement, ça a tendance à être plutôt ça qu'on voit. Et les oligarques et les tyrans sont généralement motivés par la cupidité, puis c'est ça, c'est bien connu, là. Ça, tout le monde comprend ça assez facilement. Le tyran débauché ou l'oligarque qui veut faire des orgies, puis qui pense juste à accumuler plus de richesses pour accumuler le pouvoir, puis c'est ça, le plaisir, puis tout ce maelstrom-là, là. Ben voilà, le tyran et l'oligarque. Mais voilà, donc en gros, les 5 régimes, c'est ça: aristocratie, démocratie, oligarchie, démocratie et tyrannie. Puis Platon il explique aussi, selon lui, sa théorie de pourquoi un régime se transforme, dégénère, en fait, se transforme en la version inférieure. Donc, l'aristocratie qui a jamais existé se transforme en timocratie parce que c'est une affaire métaphysique, c'est complètement bidon. Ok, vous irez regarder ma vidéo sur Platon, je ne rentrerai pas dans l'explication ici, là, ça serait long, mais ça tient pas la route. Ok, voilà, c'est une affaire de race, là, puis une affaire de pas les dieux, mais c'est une affaire, c'est n'importe quoi, c'est ça le truc. Puis ce que je reproche au modèle de la République, c'est ça, c'est que c'est justement, bon, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes intuitions, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui tirent de son chapeau. Puis, règle générale, c'est plutôt ça sa méthode, tirer les affaires de son chapeau, puis relier ça en cousant ça de fil blanc, il faut bien le dire. Puis il y a des passages brillants, puis c'est ultra bien écrit. Puis parce que c'est très très bien écrit, puis parce qu'il y a des passages brillants, puis parce que certains passages sont très émouvants, tu sais, comme la mort de Socrate, là, on en pleure tellement c'est beau, là, carrément. Bon, fait qu'il y a un paquet de qualités, puis il y a des intuitions brillantes, particulièrement dans les textes plus tardifs, là. Mais règle générale, Platon, c'est ça, si on fait abstraction de sa réputation, ça tient rarement la route, ces trucs. Okay. Mais voilà, puis le problème principal du système de Platon, c'est ça, en vérité, c'est que ce qu'on voit, c'est que sa grille d'analyse, okay, elle est basée sur un jugement de valeur. Il part avec un jugement de valeur qui est le régime que j'ai imaginé là, dans la République puis dans les lois, donc mon régime à moi, basé sur mes doctrines à moi, sur les idées puis tout ça, les idées platoniciennes, là, les Idos puis tout ça, bon. C'est ça, mon régime est forcément le meilleur, parce que c'est moi qui le dis, ça fait que c'est forcément le meilleur. Donc, ça, c'est son a priori, c'est mieux parce que c'est moi qui le dis. Puis, donc, ça veut dire que les gens qui mettent en place un régime basé sur ce que moi je dis, c'est forcément les meilleurs, ça fait que ça, c'est le meilleur. Bon. Puis après ça, ça dégénère parce que lui pense que, tu sais, je veux dire, c'est ça, il pense que l'un est mieux qu'un autre parce
Puis pourquoi est-ce qu'il dit que Périclès ou les autres sont motivés par les honneurs? Ben, ça aussi, il sort ça de son chapeau, ultimement. C'est pas déraisonnable, là, c'est pas... mais voilà, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ben, il dit ça parce qu'il dit ça. Vous voyez le principe, là, voilà le reproche que j'adresse à Platon, puis il est tout le temps en train de faire ça. Puis, dernier truc que je dis là-dessus, c'est ça, c'est que... on voit que ses raisonnements sont spécieux, puis que ses catégories ne marchent pas, puis que c'est ça, son système est basé sur des idées un peu déconnectées, cousu de fil blanc, voilà, parce que quand on essaie de l'appliquer, par exemple, au régime politique dans l'univers de Dune, on voit qu'on peut extrêmement difficilement dire, OK, l'Empire Corino... est-ce que c'est un timocrate ou un oligarque ou est-ce que les Fremen sont des telle affaire. Vous voyez ce que je veux dire là, ça marche juste pas. C'est vraiment très difficile. Mais si vous êtes curieux de voir comment est-ce que j'ai à peu près casé ça là, selon le tier list, j'ai vraiment réussi à faire rentrer tout le monde. Des fois en donnant de vigoureux coups de marteau pour que ça rentre là. Mais si vous êtes curieux, vous irez checker ma vidéo sur La République de Platon expliquée par Dune. C'est long, mais c'est rigolo. Mais pour pas être trop long, justement, venons-en à notre ami Aristote. C'est quoi la différence? OK. Évidemment, là, son système est beaucoup plus compliqué, puis je vais vous faire une version extrêmement simplifiée de un détail de la politique, mais pas tant simplifié que ça en ce qui concerne l'aspect qu'on va traiter, c'est-à-dire les types de régimes politiques. Parce que ça, c'est essentiellement la grille d'Aristote, qui est basée sur une subdivision en 3 régimes politiques que je vous explique dans un instant. Juste avant, faut savoir que des fois Aristote va, je crois qu'il y a un de ses textes au moins où il subdivise plutôt en 4 régimes politiques, ça se voit des fois. Il faut dire aussi que Platon était au courant de la subdivision en 3, je crois que ce n'est pas Aristote qui invente ça, c'est quelque chose qui flottait dans l'air comme type de subdivision que d'autres penseurs avant lui avaient mis de l'avant, mais c'est le modèle que Aristote retient, le modèle en 3, et c'est aussi, c'est ça, je pense c'est ça, c'est le cœur de sa méthode descriptive en ce qui concerne les types de régimes politiques, puis comme on va le voir, c'est extrêmement efficace à notre époque. Celui-là, il marche. Donc, OK. Il y a une sorte d'algorithme là, que je vais résumer dans une couple de minutes, mais c'est quoi les critères fondamentaux? Comme je disais, il y a 3 types de régimes politiques. Puis ce qui est brillant avec Aristote, c'est que même s'il écrit vraiment tout croche, puis c'est dur à... c'est dur à comprendre, puis c'est dur à suivre, OK? Fondamentalement, ces trucs ont tendance à être à partir de principes assez simples, en fait. Simples et faciles à comprendre. Alors ici, il dit, OK, on a un paquet de régimes politiques qui existent, puis on veut mieux les comprendre, puis on veut mieux savoir quand est-ce qu'un régime est positif, puis quand est-ce qu'il donne des effets négatifs. Okay? À peu près ça. Qu'est-ce qui est un bon régime politique? Qu'est-ce qui est un mauvais régime politique? Puis, il dit, OK, on va utiliser un critère, on va faire des tas, on va faire des catégories, puis un coup qu'on aura mis nos régimes politiques dans des catégories, on va analyser ces subdivisions-là, puis on va procéder comme ça de subdivision en subdivision. Ça fait que le premier critère que notre ami Aristote utilise, il est très simple, c'est le nombre de personnes qui gouvernent. OK? Puis c'est pour ça qu'il y a 3 types de régimes. Parce que, dans sa classification, c'est choix A, il y a une personne qui mène. OK? S'il y a une personne qui mène pour vrai, en ce cas-là, on a une monarchie. La deuxième catégorie, c'est il y a un petit groupe qui mène, une élite qui mène. Quand tu as une élite qui mène, on a ce que Aristote appelle une aristocratie. D'ailleurs, Aristote
aristocratie, là, Aristote, ça vient, ça vient du même, la même racine, le même mot. Là. Okay? Parce qu'Aristote, c'était le meilleur. Okay? Bon, en tout cas, d'après son papa. OK. Puis troisième régime d'après Aristote, c'est celui où la collectivité, la collectivité, mais dans le sens de la majorité okay, du peuple, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas rois ou extrêmement riches, donc le reste du monde. Donc, quand c'est eux qui mènent cette majorité-là, on a ce qu'il appelle en gros le régime constitutionnel. Okay? C'est plus compliqué celui-là, les termes qu'il emploie sont plus vagues, il y a des raisons à ça, mais on peut s'entendre pour dire que, pour retenir le terme de régime constitutionnel. Puis pourquoi est-ce qu'il appelle ça régime constitutionnel? Parce que son critère de ce qui définit gouverner, dans tous les cas, okay, autant pour la monarchie, pour l'aristocratie, que pour le régime constitutionnel, ben, sa définition très simple de gouverner, c'est qui est-ce qui décide des lois et qui les fait appliquer, en gros. Puis pour nous, mentionnons que ça nous apparaît pas entièrement correct, ok, de dire qu'un régime politique, qu'un bon gouvernant, c'est celui qui applique les lois, parce que pour nous, la loi est pas toujours quelque chose de positif. Si vous avez vu The Last Wave avec Richard Chamberlain, là, où est-ce qu'il fait un avocat, puis il y a des clients qui sont des aborigènes australiens, puis il y a un genre de sorcier aborigène australien, puis il y a une discussion sur la loi. Okay? Puis justement, la loi, avec un grand L chez les aborigènes australiens, ça a complètement une autre signification que ce que nous, on entend. Puis ils ont un échange assez puissant dans le film où est-ce que Richard Chamberlain dit « Oui, mais puis lui, c'est l'avocat. » Puis il dit « Mais certainement, vous serez d'accord avec moi que l'homme est beaucoup plus important que juste la loi. » là. Okay? Puis le vieux sage répond « Non, non, c'est le contraire. Là. La loi est infiniment plus importante que juste l'homme. The law is more important than just man. » Puis je le mentionne parce que pour nous, le point de vue de Chamberlain est plus conforme à notre sensibilité par défaut, j'oserais dire. Mais ça, c'est parce qu'on est tellement habitué de vivre avec des lois. C'est ça. On est habitué de vivre avec des lois dont le bien fondé ne nous apparaisse pas toujours comme évident, on va dire ça comme ça. Okay? Puis j'en reparlerai tantôt parce qu'il y a un détail sur la nature de notre propre régime là, ici. Tandis qu'à l'époque des Grecs, si on prend, les lois peuvent paraître parfois extrêmement sévères, voire arbitraires. La République, la constitution de Solon, là, qui est, je pense, la première vraie constitution qui établit la démocratie à Athènes, ben, les lois de Solon sont réputées comme étant extrêmement sages et justes, mais j'ai lu ça pendant plusieurs mois, mais quand j'ai fini par voir, ça ressemblait à quoi? La moitié des châtiments, c'est la peine de mort, là, c'est ça. T'sais. Donc, puis ça explique pourquoi est-ce que Platon écrit aussi ses constitutions, ses projets de gouvernement un peu de la même manière, parce que les lois de Platon, c'est rempli de peines passibles, la peine de mort, là, c'est ça. Puis il y a un lien justement encore une fois avec, il y aurait une forme de rapprochement avec les républiques islamiques, mais ça c'est un trop vaste sujet pour aujourd'hui, c'est certain. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le cas de la République athénienne, ok, dans le cas des régimes de l'Antiquité, l'idée c'est que il y a un petit nombre de citoyens, ok, déjà, puis ce qui est crucial, c'est que ces citoyens-là adhèrent de leur plein gré aux lois de la cité. Okay. Il y a peut-être quelque chose comme 40 000, je pense, citoyens à Athènes, là, de mémoire. C'est peut-être 100 000 au sommet de la grandeur là, d'Athènes. Donc, des citoyens, des gens qui ont le droit de vote, c'est-à-dire des mâles propriétaires plus ou moins terriens, non esclaves, puis passés 18 ans ou quelque chose comme ça, qui sont majeurs.
Mais tous ces gens-là, certainement ceux qui étaient là au moment de la signature de la Constitution, de l'écriture de la Constitution de Solon, puis de celles qui ont suivi, ben l'idée, c'est que ces gens-là, ils adhèrent de plein gré. Ils choisissent de vivre dans une cité où ces lois-là s'appliquent. Puis pourquoi est-ce que Socrate boit la ciguë dans l'Apologie de Socrate de Platon? C'est quoi l'explication ultime qu'il donne? C'est ça. C'est carrément ça, là. J'ai choisi de passer toute ma vie dans cette cité parce que je considérais que ces lois étaient les plus sages et les plus justes. Et cette loi-ci, maintenant, dit Socrate, me condamne à mort. Okay? Et donc, même si je trouve que ça ne fait pas mon affaire, même si je trouve que le jugement était injuste, il n'en demeure pas moins qu'il était légal, qu'il était conforme à la loi, que toutes les lois ont été suivies. Bon, ben j'ai choisi de vivre toute ma vie selon ces lois-là. Fait qu'aujourd'hui, je bois la ciguë, parce que il faut être conséquent, là, c'est un peu le principe, là, puis il me vient en tête, incidemment, là, je pense que c'est Robert Brasilac, là, en tout cas, il y a un des collaborateurs pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, un gros collabo, là, un écrivain, puis quand les Alliés ont libéré la France, il y en a beaucoup qui se sont sauvés, hein, Céline, puis tout ça. Mais lui, il s'est fait arrêter, puis quand ils l'ont arrêté, puis qu'ils lui ont demandé de se justifier, il a dit, écoutez, j'ai collaboré avec les occupants nazis parce que je croyais que leur cause était juste. Dit, je pense encore une fois que c'est Brasilac, je peux me tromper, vous me corrigerez là si je me trompe, mais écoutez, il dit j'ai choisi de collaborer parce que je pensais que leur cause était juste et j'ai trahi la France et aujourd'hui je l'ai perdu, fusillez-moi. Ce qui fut fait. Ben, au moins là-dessus, c'est admirable. Okay? Fait que c'est un petit peu ça le principe qu'il faut voir, là. C'est que les lois dans les cités grecques, là, si on veut, dans l'idée que Aristote a en tête, là, son horizon d'attente, son contexte, c'est que, ouais, ben tout le monde qui est ici, c'est parce que, au moins les citoyens, au moins les libres, là, ben eux, c'est parce qu'ils ont choisi d'obéir à ces lois-là. Et tout le régime repose sur ce pacte-là, ce contrat social-là. C'en est un véritable, c'est un terme dont on abuse assez souvent, le contrat social, mais dans le cas des Grecs, c'est plutôt approprié, en fait. Fait qu'on a trois régimes basés sur trois différents types de pactes sociaux. Okay? Celui où on donne les pleins pouvoirs d'écrire les lois et de les faire respecter à un gars. Il peut avoir des gens en dessous de lui, mais il y a une autorité suprême en ce qui concerne les lois. Puis quand il y a une personne, c'est une monarchie. Quand c'est un petit groupe, une petite élite, c'est ce qu'on appelle une aristocratie. En général, c'est les riches. Et quand c'est ni les riches ni un roi, on a ce qu'on appelle un régime constitutionnel où le peuple ordinaire gouverne. Okay? Les non-milliardaires. Okay? Le monde à peu près normal. Okay? Puis ça, évidemment, c'est un vaste spectre. Bon, le régime constitutionnel. Fait que ça, c'est le premier type. Ça, c'est la première subdivision d'Aristote. Alors, on a un critère basé sur le nombre de personnes qui gouvernent, puis on a trois piles, on a trois tas. On a le tas monarchie, le tas aristocratie, puis le tas régime constitutionnel. Mais, OK, on aura remarqué, puis Aristote l'a déjà remarqué aussi, que c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'un gars qui est au pouvoir que c'est forcément juste ou pas juste. Là. C'est ça. Le critère, c'est est-ce que le critère de gouvernance, c'est qui applique les lois, ok? Qui a le pouvoir c'est ça, de maintenir l'environnement légal, puis de le bonifier, puis de l'appliquer. C'est cette idée-là. Mais ici, Aristote rajoute un deuxième critère dans son algorithme, une deuxième question qui est, OK, la personne au pouvoir ou le groupe au pouvoir est supposé le faire pour le bienfait de la cité, mais est-ce que c'est ça qu'il fait? Okay? Selon le pacte social, c'est ça qu'il est supposé faire. Est-ce que c'est ça qu'il fait ou le gouvernant, au contraire, applique-t-il les lois selon ce qui fait son affaire à lui?
OK? Puis ça donne souvent des situations où c'est que la loi est extrêmement sévère, mais pour le monde qui n'aime pas. OK? Lui fait ce qu'il veut. Bon. Puis quand on a ça, on a un régime malsain. Puis malsain parce que tout simplement, tout le monde qui vit dans ces régimes-là trouve ça épouvantable, OK? C'est ça, c'est basé sur l'observation de, ouais, OK, tout le monde qui a vécu en tyrannie trouve ça désagréable. C'est pas le fun, c'est ultra arbitraire, etc. Il y a la torture, l'emprisonnement, bon... c'est ça, c'est fondamentalement injuste, c'est ça, là, c'est basé sur ça. Donc, il y a un côté gros bon sens là-dessus dans la présentation d'Aristote, mais encore une fois ici, quand nos régimes sont malsains, ils nous présentent trois catégories. Alors, si la monarchie est malsaine, okay, si le monarque applique les lois pour son propre bénéfice plutôt que pour celui de l'État, donc la collectivité, ben là, à ce moment-là, on a une tyrannie. Okay? Un tyran, c'est ça. Encore une fois, c'est le gros bonhomme qui fait la débauche, c'est ça. Puis là, ça rejoint la définition de Platon, mais la différence, c'est que c'est ça. C'est pas tous les gens qui sont... C'est pas tous les monarques qui sont des tyrans. C'est ça le truc. Okay? Chez Platon, cette distinction-là, elle n'existe pas. Fait que chez Aristote, on l'a. Bon. Ensuite de ça, aristocratie, l'équivalent malsain d'après Aristote, c'est ce qu'il appelle l'oligarchie. Et l'équivalent malsain du régime constitutionnel, c'est ce que lui appelle la démocratie. Puis encore une fois, ça serait un peu l'équivalent de notre foule dans Dark Knight Rises Again, en tout cas le 3. Là. Celui qui est pas terrible. Celui-là, OK. Donc, on a trois régimes, et puis ils peuvent être bons ou pas bons. Puis les deux critères, en gros, c'est combien de personnes gouvernent, ça détermine la nature fondamentale du régime, et est-ce que le régime est intègre ou malhonnête? Est-ce qu'il respecte les lois, ses propres lois, ou ne respecte pas ses propres lois? Est-ce que les gouvernants, c'est ça, font appliquer de manière juste les lois pour tout le monde, ou seulement quand ça fait leur affaire? Donc, monarchie, tyrannie, aristocratie, oligarchie, régime constitutionnel, démocratie. Sain, malsain. OK. Fait que tout ça, c'est bien beau, mais on a une dernière catégorie. Un dernier critère, c'est que... puis celui-là, il ne s'applique pas tout le temps. C'est un bonus, mais on va voir qu'il est extrêmement pratique. Puis c'est un peu celui-là qui nous permet de pouvoir à peu près toujours classer les régimes dans une des catégories qu'on a devant nous. Là. Ça résout pas mal, ça tranche le nœud gordien, si vous voulez, dans un certain nombre de situations. Et c'est, il fait la nuance à un moment donné que il y a certains régimes, il arrive qu'un régime se présente comme le régime A, okay, mais en pratique, en réalité, il est plutôt le régime B. Donc, des exemples, je vais en donner tantôt, mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on peut avoir un régime qui se présente ouvertement comme étant, par exemple, une démocratie, n'est-ce pas, avec les élections, puis etc., puis les conseils municipaux, toutes ces affaires-là, puis qu'il y a des lois, bon, etc., mais qu'en pratique, c'est ça, c'est plutôt une tyrannie ou une oligarchie, par exemple, OK? Bon... Essayez de passer si vous avez des exemples qui viennent en tête. Là, je ne vais pas vous vendre de punch, là, mais est-ce qu'il y a des exemples spontanément de gouvernements qui se présentent comme étant des démocraties qui, en pratique, se comportent comme des tyrannies ou des oligarchies? Bon. On y reviendra peut-être tantôt, mais là, on va passer à nos régimes politiques basés sur la science-fiction. Il y a trois questions en gros. Premièrement, qui exerce le pouvoir légal réel? Puis qui, implicitement, on veut savoir, c'est-tu un gars, un petit groupe ou la majorité du peuple, en gros. Okay? La majorité du peuple normal, donc les non très riches. Okay? Les gens qui ne sont pas au sommet de la pyramide économique, est-ce que c'est eux autres? Qui exerce le pouvoir réel? Question 1. Question 2. Le gouvernant respecte-t-il ses propres lois? OK. Et la question optionnelle, c'est est-ce que le régime maintient les apparences d'un régime X, mais en réalité se comporte comme un régime
Y. OK. Dune, commençons par ça. OK, dans l'autre vidéo, ça avait été assez long. Amusant, mais long. Ici, je pense que ça devrait être plus rapide. OK? L'Empire Corino. Ben, l'Empire Corino, il dure depuis 10 000 ans et on a un empereur, OK? Bon, si vous allez revoir encore une fois ma vidéo sur la République, j'explique assez en détail comment fonctionne réellement l'Imperium, ses institutions, etc. Puis fondamentalement, dans le livre de Frank Herbert, le pouvoir légal, OK, est basé sur la Grande Convention qui date d'il y a 10 000 ans, que la Guilde des navigateurs essentiellement a imposé, et il y a 3 groupes, en gros, qui gouvernent. Il y a l'empereur, qui a un certain nombre de votes. Il y a le Landsraad, qui est l'ensemble des autres propriétaires terriens, des nobles, en gros des ducs, des barons, etc. Donc le Landsraad. Puis le troisième, je pense que c'est la guilde. De mémoire, je suis pas entièrement certain. Je vais pas vérifier avant de faire la vidéo, mais je pense que c'est ça. Donc, il y a 3 groupes, c'est ça. Puis ces 3-là ont un certain nombre d'institutions puis d'organisations qui leur permettent de gérer comme une sorte de triumvirat l'Empire. Puis ça a duré 10 000 ans. Ça fait que, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a une aristocratie, essentiellement. C'est à peu près ça. On a une petite élite qui gouverne, principalement les plus riches. Encore une fois, si c'est la guilde, je me rappelle, encore une fois, j'aurais dû vérifier avant, mais l'idée, c'est que eux, leur intérêt fondamental, c'est pas la richesse, là, c'est l'épice en tant que telle, mais ils sont quand même démesurément riches. Puis, c'est ça. D'une manière générale, c'est pas le petit peuple qui gouverne. Version courte, c'est une aristocratie. Par contre, OK, au moment où est-ce que le livre commence, le régime est en train de se transformer en oligarchie, en fait. Puis quand on a la grille d'Aristote en tête, on peut voir qu'en vérité, c'est exactement ça que ça raconte en bonne partie. C'est rien que ça que ça raconte, en fait. Parce que le détail significatif, c'est que l'empereur n'a pas le droit d'intervenir directement dans un conflit armé entre des nobles. C'est pour ça qu'il déguise les Sardaukar qu'il envoie néanmoins pour aider le baron quand il reprend le pouvoir sur Arrakis. C'est pour ça qu'il monte tout son complot d'une manière à sembler donner Arrakis aux Atréides, mais en vérité, c'est arrangé avec le gars des vœux parce que dans quelques mois, il sait que les Harkonnen vont envoyer leur armée pour reprendre le pouvoir et l'empereur va envoyer ses super soldats imbattables qui assurent le contrôle de l'univers à sa famille depuis 10 000 ans, les redoutables Sardaukar. Ben c'est pour ça qu'ils envoient, mais légalement, il a complètement pas le droit de faire ça. Okay? C'est un crime devant la loi de faire ce qu'il fait là. Et donc, il se cache, il se déguise, il fait semblant de ne pas être impliqué, puis il cache ses Sardaukar, il les déguise en Harkonnen. Bon, c'est pour ça que c'est hyper important. C'est expliqué un peu rapidement, somme toute, dans les bouquins, mais c'est crucial comme détail. Puis qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que l'empereur ne respecte pas ses propres lois. Puis pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'il est corrompu. Okay? Puis ça aussi, c'est dit explicitement. Il est riche et corrompu, et il veut être encore plus riche et corrompu. Alors, il s'allie avec les Harkonnen, qui sont la famille les plus riches et corrompus de l'Empire, essentiellement, certainement les plus corrompus, qui sont démesurément riches. Ils se sont mis riches par une série de tractations financières louches, puis des manipulations, là, etc. Bon, c'est ça. C'est des semi-gangsters, là, c'est des capitalistes véreux, si vous voulez, c'est ça. Ça fait qu'il s'allie avec ces gens-là, puis il fait un complot, puis il ment à tout le monde, puis il va à l'encontre de ses propres lois, et voilà, pour se mettre riche. Bon, ben c'est ça. Fait que ce qu'on est en train de voir, c'est comment est-ce que l'Empire est en train de se transformer en oligarchie. C'était une aristocratie, puis là, ça devient une oligarchie. Puis on peut soupçonner que c'était déjà plus ou moins une oligarchie depuis un certain temps.
parce que ces choses-là ne se produisent jamais en quelques minutes. Là, ça prend toujours, il y a toujours une période de temps pendant laquelle ça se met en place, là, l'oligarchie, mais il y a quand même un moment où est-ce que les apparences sont plus ou moins maintenues. Puis on sait que ça n'a pas toujours été une oligarchie pour la simple raison que ça a duré 10 000 ans. Okay. Puis ça, c'est pas exactement dit en toutes lettres chez Aristote, là, en tout cas je ne me rappelle pas, mais il faut voir que c'est ça, une oligarchie ou une tyrannie, c'est fondamentalement instable comme régime. Okay. Donc j'en parlerai peut-être tantôt, sinon j'en parlerai dans une autre vidéo, mais l'idée générale, c'est que tu as du monde ultra corrompu qui mente à tout le monde pour se mettre de l'argent plein les poches puis qui trahissent tout le monde. Ils trahissent tout le monde, ils mentent à tout le monde, puis ils sont prêts à tout détruire puis tout saboter pour être le plus riche possible. Bon. Puis ils se font des ennemis chez tout le monde tout le long du chemin. Bon. Puis leurs amis qu'ils ont, leurs alliés, ils les trahissent puis ils le volent tout. Fait que ça fait pas un régime solide, ça. Ça dure jamais longtemps, ces régimes-là. C'est ça. Donc, quand on voit un régime qui dure depuis 10 000 ans, tu peux dire, OK, bon, ben c'était peut-être dur, OK, c'était peut-être, puis c'est dit explicitement, le régime des Francs-Freluches, là, que c'était pas toujours très agréable pour tout le monde, là. C'est un système de classe sociale extrêmement rigoureux dans Dune, mais ça a duré 10 000 ans. Okay, puis ça a duré 10 000 ans parce que tout le monde avait sa place, puis les lois étaient respectées, fait que l'équilibre était respecté. Fait que dans Dune, ce n'est plus le cas. L'empereur a décidé désormais que les lois, c'était pas pour lui, que ce qui était plus important, c'était ses orgies puis son pognon. Puis il s'allie avec le baron Harkonnen et ça devient une oligarchie. Puis les Harkonnen, ben, parlons-en vite fait, ben, c'est l'exemple parfait, là. C'est presque une caricature, pas loin. C'est la représentation parfaite du tyran. C'est ça que c'est, un tyran. Déconcertamment riche, gouverné par le plaisir et la débauche. C'est le baron Harkonnen. Okay? Puis, détail hyper intéressant, si le critère, c'est le non-respect des lois, ben, on a complètement ça chez les Harkonnen. Puis, il ne suffit qu'à penser il suffit de penser au combat dans l'arène. Les combats de Fade en particulier. Fait que toute l'idée dans Dune, chez les Harkonnen, c'est que ils ont leurs combats de gladiateurs, en gros, qui sont très populaires, et une fois par année, genre Fade participe au combat, c'est peut-être plus souvent, là. En tout cas, il lui arrive à l'occasion, Fade, le beau et jeune neveu, tout aussi corrompu du baron, il lui arrive de participer au combat, puis ça prouve, n'est-ce pas, au peuple Harkonnen que les Harkonnen, ouais, sont peut-être des crapules, mais ils sont capables de se battre, ils sont cool. Mais c'est arrangé avec le gars des vues, ok? Quand Fade descend dans l'arène, les autres gladiateurs sont toujours drogués jusque par-dessus les oreilles. OK? Puis c'est ça. Puis un des détails, vous vous en souviendrez, ben, le baron, le jour de l'anniversaire de Fade, l'envoie dans l'arène, n'est-ce pas, pour se faire applaudir par la foule, mais un des gladiateurs, il drogue pas, lui. Fait que, oups, il tient sur ses deux jambes. Oups, il est capable de tenir son épée. Fait que là, Fade, il faut qu'il se batte pour vrai. C'est bon. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que ça illustre? Ça illustre que les lois, c'est pas pour eux autres. Là. Okay? Ce qui est important, c'est le pognon, puis la débauche, puis la trahison, puis le baron Harkonnen, c'est ça sa force, là, les complots, puis les intrigues, puis les coups fourrés. Ça fait que voilà, c'est le tyran par excellence. Puis la comparaison de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les Atréides, évidemment, le duc Leto Atréide. Ben, le duc Leto Atréide, son personnage de noble, juste et vertueux, etc., et intègre, ben, c'est un petit peu une mise en scène d'un certain point de vue, mais c'est vrai pareil, OK? C'est-à-dire qu'il sait que c'est à son avantage de bien paraître. Puis il sait que c'est à son avantage que tout le monde l'aime pour vrai, mais la meilleure manière que les gens l'aiment pour vrai, c'est d'être vertueux pour vrai, vous voyez ce que je veux dire. Il est intègre, c'est juste qu'il sait que c'est à son avantage. Fait que c'est un politicien, ça demeure un politicien, mais il est noble dans le sens classique, là, donc lui, ses lois, il les respecte, puis il n'est pas question d'avoir des avantages ou des inconvénients ou des désavantages en fonction de traitement de faveur. Il n'y a rien de ça. Il est droit,
Il est juste les Atreides. Fait que lui, ça serait un monarque, l'équivalent sur Caladan. Sur Caladan, c'est ça. Sur Caladan, le régime politique, c'est une monarchie, en gros. Une monarchie qui elle-même fait partie de l'Empire, qui était une aristocratie et qui devient une oligarchie. Les Bene Gesserit, ça serait un peu plus compliqué parce qu'il faut aller voir dans le détail comment eux fonctionnent, mais ça serait, à cause des révérendes mères, ça serait soit une aristocratie, soit une démocratie, je pense qu'on peut dire. Un régime constitutionnel, en vérité, la version saine de la démocratie. Ils ont des règlements, ils les respectent, ils les appliquent. Quand Jessica brise la consigne de la révérende mère, puis donne un fils au duc Leto plutôt qu'une fille, le bris du règlement est un gros problème, là, je veux dire, c'est un énorme déshonneur, et c'est sûr que c'était parce que c'était une catastrophe pour le plan du Kwisatz-Haderach, leur plan génétique, mais ça indique aussi quand même que les lois sont quelque chose de sérieux et d'important. Les règlements s'appliquent à tout le monde. Fait que c'est un peu ça l'idée. Donc après ça, pourquoi est-ce que ça serait plutôt un régime constitutionnel, c'est-à-dire le peuple gouverne, plutôt qu'une aristocratie? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ben, faudrait que je me retape tous les livres au complet, particulièrement les hérétiques, puis le dernier, là, la Maison Mère, où on rentre pas mal plus dans le détail de l'organisation politique des Bene Gesserit, là, mais elles sont pas... C'est pas un régime gouverné sur la trahison, la terreur, puis il y a un règlement pour tout le monde, fait que c'est ça. Fait que ça serait un des deux régimes sains où il n'y a pas une seule personne qui mène. Donc, c'est ça. Ensuite, les honorés matriarches, je ne pense pas que j'en avais parlé dans l'autre, mais j'en parle ici parce que c'est super intéressant. Les honorés matriarches apparaissent dans les hérétiques, je crois, dans le 5e. Ce sont des Bene Gesserit maléfiques, grosso modo. Mais ce qui est intéressant avec elle, c'est que, elle sème la terreur et la destruction à travers l'Empire, mais, puis elles utilisent la manipulation sexuelle, grosso modo, puis des pouvoirs de contrôle de pensée, puis ce genre d'affaires-là, OK? Mais elles ont leurs propres lois qu'elles respectent, en gros, là. Fait que c'est intéressant parce que leurs actions sont cruelles et destructrices, puis on peut voir ça comme étant maléfique, mais il serait probablement une forme de régime sain malgré tout. OK, ça serait ça l'idée. Puis là, encore une fois, il faudrait que je relise les hérétiques de Dune, là. Mais ça illustre un détail qu'Aristote mentionne, qui est même les régimes malsains, entre autres les oligarchies, peuvent avoir des versions qui sont relativement saines malgré tout, là. OK? Donc, parce que tout dépend du niveau de duplicité du régime. Fait que c'est ça. Si tu as une oligarchie qui a un paquet de lois, mais que tout le monde sait que ça s'applique juste aux ennemis du régime, okay? Ce qu'il y avait pendant la tyrannie des 30, par exemple, si on veut, puis qu'il y avait chez les nazis aussi, incidemment, là, quand on y pense, c'est nous qui décident qui est juif, là. OK, c'est ça. C'est de là que ça vient, là. Fait que, voilà, donc, ils protégeaient ceux qu'ils voulaient protéger, puis les autres, ils en faisaient ce qu'ils voulaient, bon. Fait que l'idée, c'est que, un régime peut être maléfique, peut être destructeur, peut être extrêmement dur et cruel, puis tout ce que vous voulez, mais si tout le monde dans le régime, au moins les citoyens, si vous voulez, du régime, savent que c'est ça, puis tout le monde sait que c'est ça, puis c'est ça le pacte social, puis que les règlements de cette société-là sont explicitement, c'est de même que ça marche chez nous, puis c'est de même, OK? Puis que tout le monde, au moins dans la catégorie des citoyens, peut adhérer de plein gré à ça, ça cesse d'être un régime malsain. C'est malgré tout un régime sain. Okay. Puis ça, c'est une distinction importante parce que il y a des répercussions à ça qui sont super intéressantes, mais ça évite certainement le manichéisme, là, par exemple. C'est pour dire que même un régime politique malsain, s'il est honnête par rapport à ce qu'il fait, ça désamorce un peu le truc.
L'affaire, c'est que dans la vraie vie, ça arrive quasiment jamais. Okay, c'est ça. En pratique, basé sur l'histoire qu'on a, l'histoire écrite, là, les 5 ou 6 000 ans qu'on a d'écriture, là, c'est pratiquement jamais arrivé. Mais pas jamais, mais pas loin. Fait que les honoris matriarches, ça serait l'exemple d'un régime qui a l'air d'être maléfique, mais qui est probablement sain malgré tout. Okay. L'Empire de Paul, l'avant-dernier que je mentionne, lui aussi c'est vraiment rigolo parce que Paul c'est l'empereur et le Messie et voilà le surhomme, mais toute l'ironie évidemment c'est que c'est pas lui qui mène. Okay. Dès le moment où est-ce qu'il monte sur le trône impérial, okay, qui devient l'empereur, donc en principe c'est lui l'empereur, c'est lui le patron, on n'est plus dans une aristocratie, il y a un maître dans l'univers, c'est Paul Atréide, l'empereur Dieu. Il n'est pas Dieu encore, ça c'est son fils. C'est Paul Atréide, le Messie. Là. Okay. Mais toute l'idée, c'est que ses fidèles, là, les Fremen, les fidéines, ils décident de partir en croisade, en djihad. Puis ça, Paul, il n'y a rien qu'il peut faire. Il essaie par tous les moyens, okay, avec ses dons de préscience, il essaie par tous les moyens possibles d'essayer de trouver une manière de contrôler ses troupes. Okay? Mais peu importe qu'est-ce qu'il fait, il va toujours y avoir un génocide galactique basé sur la furie de destruction de son peuple ordinaire. Ça fait que l'empire de Paul, en réalité, est une démocratie. Okay? La démocratie malsaine, pathologique, toxique d'Aristote, là, okay, cette forme-là. Puis, faudrait aller voir, ouais, ok, les lois, c'est quoi? Okay? J'avoue que là-dessus, il y aurait une discussion. Il faudrait aller voir dans le détail. Là. Mais, ce qui est certain, c'est que peu importe les lois que Paul pourrait bien vouloir passer pour dire « interdit le djihad », ses troupes ne vont pas l'écouter. Ça, c'est certain. Ça, il l'a vu dans ses futures de préscience qu'il essaie d'éviter. Okay. Ça fait que le vrai peuple gouverne, même s'il y a un empereur sur le trône, puis même si eux prétendent qu'ils sont en train de le suivre. Mais voilà, ici, on serait plutôt basé sur la grille d'Aristote, d'après moi, devant une démocratie, dans le sens malsain qu'il avait dans l'Antiquité. Dernier que je mentionne, l'Empire de Leto II, autre truc amusant, son surnom c'est le tyran, mais c'est un monarque, c'est carrément ça. On le surnomme le tyran justement dans l'Empereur Dieu, là, parce qu'il applique ses lois de manière extrêmement sévère, puis de manière tellement sévère qu'on dit qu'elles sont tyranniques, mais c'est là qu'on voit que c'est pas tyrannique, en fait. C'est tyrannique dans le sens du langage courant qu'on emploie pour dire que c'est ultra sévère, puis draconien, puis toutes ces choses-là, là, c'est cruel, puis ils gouvernent tout dans le micro-détail, puis personne n'a aucune forme de liberté que ce soit, là. Bon. Mais le fait est qu'il se base quand même sur ses lois. Puis tout le monde les connaît, ces lois. Puis la loi, tu sais, Duralex, c'est de l'ex. La loi, c'est ça, puis c'est ça qu'on fait, puis c'est ça qu'on applique, puis t'as pas le choix, puis c'est le même. Puis, par surcroît, Leto II, c'est la personne la plus désintéressée de l'univers, parce qu'il a sacrifié son humanité pour faire ça, parce que c'était la seule manière de sauver l'humanité. Ça, sur les affaires de Frank Herbert, vous le lirez, mais l'idée, c'est que l'humanité était en déclin, puis que la seule manière la seule manière pour l'humanité de retrouver son désir de créativité, puis d'expansion, puis son élan vital, c'était 2000 ans de tyrannie. C'est pas par ça l'idée, là. T'sais. Donc, puis il fait ça parce que Paul a aussi vu que c'était nécessaire, mais je pense que c'est le fameux sentier lumineux, là, je oublie le nom exact, là, mais c'est ça, il voit le chemin que l'humanité doit prendre, mais Paul n'a pas le courage de faire ce qui est requis par le destin, en gros. Fait que c'est Leto II qui le fait finalement. Ça fait que c'est le contraire de pour son propre intérêt. L'empereur Dieu, surnommé le tyran,
Il fait pas ça pour le plaisir, il fait pas ça pour la débauche et la jouissance, rien de ça. Il fait ça parce que c'est ça dont l'humanité a besoin. Il sacrifie toute son existence à ça, puis il y a des lois, puis il est fait appliquer rigoureusement. C'est une monarchie. Voilà, c'est tout. Fait que l'empereur Corino, si je récapitule, OK, l'Empire Corino, ben, c'est une aristocratie, mais quand le livre commence, ça devient une oligarchie. Les Harkonnen, c'est des tyrans. Les Atréides, c'est des monarques. Les Bene Gesserit, c'est soit des aristocrates, soit un régime constitutionnel. Il faudra aller voir les romans là, pour voir dans le détail, mais c'est soit l'un soit l'autre. Les honorés matriarches, c'est la même affaire. En vérité, c'est le même truc. L'Empire de Paul, c'est une démocratie dans le sens péjoratif que ça a chez Aristote et Platon. Et l'Empire de Leto II, c'est une monarchie. Bing bang, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, comparé avec la version là, pour la République de Platon, là, où il faut vraiment se casser la tête à chacun des régimes, c'est ci, c'est tout ça. Ici, c'est pas ça. On le sait pratiquement instantanément. Là. Les seuls détails, les seuls pour lesquels j'étais moins certain, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai lu les bouquins puis j'ai pas vérifié. Il faudrait lire le livre au complet, aller voir tous les exemples. Là. Mais grosso modo, c'est ça. Fait que le régime d'Aristote, ben, il fait juste marcher, grosso modo. Puis juste pour là, je vais y aller rapidement pour les autres parce que j'ai déjà parlé assez longtemps. Mais OK, bon, ben, Star Wars, c'est quoi? Ben, juste pour comparer avec d'autres univers de science-fiction, là, vite fait, pour voir si ça marche aussi. Ben, la République, dans Star Wars, qu'est-ce que c'est? Ben, ça se présente plutôt comme une forme de régime constitutionnel. OK? Fait que voilà, c'est plutôt la forme saine de la démocratie. Mais on sait, quand le premier film commence, le prequel, l'épisode 1, que la démocratie n'est qu'apparente en vérité parce que le régime est corrompu et donc est en train de tendre vers l'oligarchie. Puis dans les autres prequels, ben, on sait qu'on a la guilde des banquiers, puis tout ça. Les différents membres là, des fameux séparatistes, là, ben, ce sont en gros les oligarques. Là. Puis là-dessus, si on allait voir le détail, là, même si les oligarques ont l'air d'être en conflit avec la République, on sait qu'en vérité, c'est plus ou moins une manipulation. Ben, c'est carrément une manipulation de Palpatine. Là, bon. Mais la version courte, c'est que si on fait l'exercice d'aller voir les prequels, puis d'appliquer les différentes catégories d'Aristote aux différents régimes politiques, on va voir que ça marche assez bien, en fait. Puis je pense que, je ne sais pas à quel point George Lucas y a pensé, mais c'est étonnamment cohérent là-dessus. Okay? Puis justement, ça marche plutôt très bien, en fait. Donc, Star Wars, épisode 1, ça serait une république qui est république apparente, mais en vérité plutôt une oligarchie qui est en train, donc, de devenir une oligarchie plus ou moins déclarée. Il y a des esclaves, ça c'est intéressant, parce que il y en avait aussi dans Athènes, puis dans les républiques de l'Antiquité, il y avait toujours des esclaves, en fait. La plupart des démocraties et des régimes constitutionnels, puis des autres régimes à travers l'histoire, la plupart ont eu des esclaves. Il y en a beaucoup qui en ont eu, en tout cas. Fait que ça aussi, c'est une question super intéressante et même cruciale, parce que le fait d'avoir des esclaves indique que que l'économie repose sur une classe qui est par défaut exploitée, qui n'existe que pour être exploitée économiquement. Puis le fait d'avoir une classe qui est forcément exploitée économiquement finit par mettre en place... C'est ça qui permet l'essor des oligarques, finalement. L'inégalité que ça présuppose crée le terreau fertile qui permet à l'oligarchie de finir par prendre le pouvoir. Puis c'est pour ça que, finalement, ces régimes-là, à peu près tous les régimes ont tendance à dégénérer en oligarchie ou en tyrannie, mais c'est pour cette raison-là. Mais ça, on en reparlera un autre tantôt. OK. Naboo dans Star Wars, c'est une reine, mais on sait qu'elle est élue, puis ce régime-là, il marche très très bien, ils respectent leurs lois, pas de problème. Donc, Naboo, c'est un régime constitutionnel, ça aussi. La République sous Palpatine, un coup qui prend le pouvoir, mais avant que ça soit un empire, ben, c'est une démocratie apparente, ou en fait un régime constitutionnel apparent. Il maintient
il semble maintenir la continuité du régime, mais on sait qu'en vérité, c'est un tyran, un monarque ou un tyran, c'est lui qui veut prendre le pouvoir, OK? Donc, on voit que l'oligarchie est en train de se transformer potentiellement en tyrannie, puis ça aussi, c'est hyper fréquent, mais on en reparlera un autre tantôt, mais oligarchie ou tyrannie, les deux ont très souvent tendance à se substituer l'un à l'autre, ça tient à la nature de ce qu'ils sont, on en reparlera un autre tantôt. Donc, République sous Palpatine, régime constitutionnel apparent, mais en réalité, en pratique, c'est plutôt une tyrannie. Puis, l'Empire de Palpatine, c'est intéressant parce que c'est soit une tyrannie, soit une monarchie. Parce que tout dépend de est-ce qu'ils respectent leurs propres lois. Puis ça, là-dessus, c'est vraiment fascinant, mais on va dire que c'est plutôt une tyrannie parce que quand Dark Vador va sur Bespin, puis il fait l'entente avec Lando, là, il y a la fameuse phrase là, où est-ce que je change les termes de l'entente, priez que je ne les change pas davantage, puis il laisse sa garnison éventuellement. Bon. Fait qu'il a signé une entente, mais il l'a pas respectée. Bon, OK. Fait qu'on pourrait dire pour cette raison-là que c'est peut-être plutôt proche de la tyrannie. Il faudra aller voir dans le détail encore une fois. Mais il y a possible de plaider avec... il y a beaucoup d'arguments de bonne foi, d'étonnants arguments de bonne foi qu'on peut mettre de l'avant à l'effet que non, c'est plus proche d'une monarchie. Là. C'est ça, l'empereur est maléfique comme gars, mais au moins à certains égards, il règne d'une manière juste, OK? Dans la mesure où il y a des règles, puis t'es suis, puis si t'es suis, ben toi aussi, tu peux être l'ami de l'empereur. Toi aussi, tu peux être étranglé par Dark Vador sur le pont de ton vaisseau spatial. Fait que, bref, c'est ça. Le critère ici serait à quel point est-ce qu'il respecte ses propres lois. Certainement, Palpatine, ça n'a pas l'air d'être un gars qui fait des orgies, pas en tout. L'idée, c'est qu'il veut le pouvoir pour avoir le pouvoir. Puis, qu'est-ce qu'il en fait? Ben, on le sait pas tant que ça, en vérité, mais si ça se trouve, malgré sa cruauté et sa perfidie, peut-être que c'est relativement un bon monarque, finalement, même si il n'y a personne vraiment qui voudrait vivre sous l'Empire de Palpatine, à juste titre, là. Mais voilà, c'est intéressant là-dessus. Puis je finis avec Star Trek, puis je vais aller encore plus rapidement sur Star Trek. Le truc avec Star Trek, c'est que ça pose vraiment la question du lien entre les régimes politiques et le type d'économie, le régime économique. Puis je l'ai abordé rapidement dans les autres avant, mais... c'est le grand problème dans la grille d'Aristote, le truc qui manque vraiment, c'est... entre autres, il ne remarque pas que justement, ben oui, ton régime basé sur la vertu, puis toutes ces choses-là, puis le bien, puis tout ça, c'est bien beau, mais tout ça repose sur la quantité phénoménale d'esclaves qui travaillent dans les champs, puis les femmes n'ont aucun droit, puis toutes ces choses-là. Là, c'est basé sur l'esclavage. Puis Athènes aussi ont un empire, évidemment, qui finit très mal pour eux. C'est ça. Puis un empire, le détail qu'on a tendance à oublier, c'est qu'un empire, c'est tout le temps économique. Là. Okay? La raison pour laquelle tu envahis d'autres pays, là, c'est pour le pognon. Là. Okay? Puis règle générale, pourquoi est-ce que ton empire envahit quelqu'un? Pourquoi il y a besoin de ce pognon-là? Parce que la personne ou le petit groupe au sommet veut s'en mettre plein les poches. Hein. C'est pas pour le bienfait de la civilisation qu'on envahit les autres en général. Fait que, puis dans Star Trek, c'est intéressant parce que on a une économie qui est pas basée sur le manque. Okay? On a une économie où à peu près tout le monde semble pouvoir subvenir à ses besoins sans craindre d'être dans la rue ou rien de ce genre d'affaires-là. Puis on remarque dans Star Trek que certainement dans la Fédération, il y a extrêmement peu de répression. Là, je veux dire, la Fédération en tant que telle, il n'y a pas de police, il n'y en a pratiquement pas. Là. Il y a des officiers de sécurité sur l'entreprise, il y en a quelques-uns, là, mais tu les vois pas souvent. Tu les vois vraiment quand il y a un enjeu majeur. Ils ont une prison à bord, ils s'en servent quand ils en ont besoin, mais quand ils mettent
Tu sais, quand ils mettent quelqu'un dans la prison, dans la cellule, là, dans Star Trek, ils sont pas remplis, les prisons, sont vides, là. Tu sais, OK, on a besoin, il y a tel gars qui arrive de tel vaisseau, puis lui, il pose problème, donc on a besoin de le mettre là. Mais c'est pas par défaut, là, OK? Donc, c'est ça. Puis, fait que là, il y aurait vraiment une exploration hyper intéressante des différents épisodes, puis des différents films. Okay, dans tel film, dans Star Trek 4, ils n'ont pas d'argent, ils n'utilisent pas d'argent, mais dans les épisodes, ils en ont, en fait. Bon, les Tribbles, là, ils sont échangés contre de l'argent. Il y a toutes sortes d'affaires comme ça, mais ce qui est certain, c'est que, bon, OK, il y a aussi de l'esclavage en vérité dans Star Trek, là, les fameux Orion Slave Girls. Mais je ne sais pas si Orion fait partie de la Fédération. Là, on rentre vraiment dans les détails. Mais ce qui est certain, c'est que grosso modo, OK, c'est pas un régime basé sur la répression. Tout le monde a l'air libre. Pas mal, c'est ça le principe. Tout le monde fait à peu près qu'est-ce que leur cœur leur dit de faire. Uhura est agente de communication parce que c'est ça qu'elle veut faire. Puis Sulu, il fait de l'escrime, puis... il est expert en botanique parce que ça l'intéresse, puis c'est ça le principe, tu sais. Donc, c'est plutôt un régime constitutionnel, puis ça marche plutôt bien. On verrait probablement, c'est solide parce qu'il n'y a pas le problème d'inégalité économique, fondamentalement. Puis c'est assez... il y a des contradictions entre les films puis les épisodes, puis certains épisodes en particulier, mais c'est à peu près ça le portrait général. Puis ouais, OK, peut-être que les esclaves, les filles vertes, là, bon, ben, peut-être que c'est tel... C'est ça, il y a des... Faudrait voir à quel point ils sont vraiment dans la fédération. Il y a peut-être des nuances, là. Mais grosso modo, régime démocratique, c'est une démocratie représentative. On sait qu'il y a un président, etc. On le voit dans, je pense, Star Trek 4. L'Empire terrien dans l'univers des miroirs, ben, c'est drôle à dire, mais c'est plutôt un régime, c'est un empire. On va présumer que c'est plutôt une monarchie, là, qu'il y a un gars qui mène, parce qu'ils appellent ça empire. On le sait jamais vraiment. Mais ouais, même si tout le monde se trahit puis ils passent leur temps à se poignarder dans le dos, là, dans l'épisode où Spock a une barbe, il n'en demeure pas moins que tout le monde sait que ça marche comme ça. Tout le monde sait que les règles, c'est ça. Fait que j'aurais tendance à dire que, ouais, ils sont cruels et perfides, puis ils menacent, ils gouvernent par la menace et la terreur, puis donnez-nous les cristaux de dilithium, sinon on va tous vous tuer, puis ce genre d'affaires-là. Mais, c'est ça, le peu qu'on a, qu'on sait de leurs institutions, serait plutôt à l'effet que c'est plutôt, finalement, malgré le désagréable, le déconfort extrême, l'inconfort extrême, le fait que c'est très désagréable comme régime, il en demeure pas que ce serait plutôt un régime probablement plutôt sain que malsain au niveau où est-ce qu'il reste, au moins il semble respecter ses propres institutions, puis ça serait ça qui lui permettrait de maintenir une forme de stabilité. Okay. L'Empire Klingon, même affaire, grosso modo. Puis dans un des épisodes de Next Generation, là, il y a une affaire de coup fourré avec je pense que c'est Goron, là, un des chefs Klingons qui décide de faire un coup fourré. Il faudrait avoir le détail. Mais règle générale, les Klingons, on peut présumer que c'est le même principe. Ouais, c'est un empire, ils envahissent les gens. S'ils envahissent les gens, c'est presque certainement pour des raisons économiques, parce qu'encore une fois, c'est pour ça que tu dépenses du temps et de l'argent, puis que tu t'affrontes les océans ou le cosmos, là, dans ton petit vaisseau en fonte, là. C'est ça, là, ton petit vaisseau en aluminium, c'est ça, c'est parce que tu penses que tu vas faire une passe de cash, là. C'est pas juste pour la gloire, les Klingons disent que c'est ça, mais il faut que ça soit rentable économiquement. C'est parce que leur économie est basée là-dessus. L'Empire Klingon, puis les Romulanais, ça serait probablement le même principe, puis les Romulanais, on sait qu'ils sont très honorables en vérité, parce que toutes les fois qu'on les voit, certainement dans la série, la première série, là, sont tout le temps extrêmement intègres, en fait. Fait que c'est ça, ils sont nobles, puis ils sont très cool, en fait, les Romulanais. Fait que voilà pour Star Trek. Donc, fédération, régime constitutionnel, Empire terrien, plutôt une monarchie, Empire Klingon, plutôt une monarchie, Empire Romulanais, plutôt une monarchie. Je dis plutôt parce qu'on n'a pas tous les détails, mais c'est à peu près ça. Ça fait qu'encore une fois, avec la grille d'Aristote,
Ça fait juste marcher. Là. Il y a forcément des petites nuances qu'on peut aller voir, mais c'est ça, Aristote aussi, il va spécifier, il va nous le dire, là, OK, des régimes constitutionnels, il y en a plein de sortes différentes, puis il va te les dans les politiques, entre autres, il va dire, OK, voici les 7 qu'on a vus, voici les 10 qu'on a vus à telle place, il va te les lister, grosso modo. Fait que il est conscient qu'il y a des subdivisions, puis il y a des différents types, par exemple, de régimes constitutionnels. Tu sais, la démocratie athénienne, puis la démocratie représentative moderne que nous, on connaît, c'est très, très, très différent en vérité. Tu sais. Mais, ben bon, c'est ça. Mais néanmoins, on va dire, pour conclure la vidéo ici, que c'est quand même suffisamment proche, là, tu sais, pour qu'on puisse quand même reconnaître que, grosso modo, la démocratie moderne qu'on connaît est au moins une tentative. Okay, une tentative de reproduire la démocratie représentative, le régime constitutionnel de l'Antiquité, l'équivalent de la démocratie saine de l'Antiquité. C'est une expérience qui a été tentée dans un contexte où il y avait beaucoup plus de monde. Fait que le principal défi qu'il y avait, en fait, c'était ça. Puis à quel point est-ce que ça marche ou ça marche pas, ou ça a marché ou ça n'a pas marché. Sujet pour un autre jour. Mais c'est ça, c'est pour dire que ouais, il y a ces deux régimes qui sont très, très, très différents en vérité. Démocratie athénienne puis les démocraties que nous, on connaît. Mais ça tomberait quand même dans le vaste chapeau d'une des trois catégories, en l'occurrence, régime constitutionnel. Voilà! Fait que c'est à peu près ça. Moi, j'aime énormément le modèle d'Aristote. Je trouve que c'est extrêmement pratique. Je pense que ça fait juste marcher. Puis, règle générale, Aristote, en général, ça a plutôt tendance à être comme ça. C'est ce qui me fait dire que c'est un penseur rigoureux, parce que sa pensée est généralement construite de cette manière-là. Puis en même temps, il sait reconnaître quand d'autres approches peuvent être plus efficaces. Puis là, ça aussi, il en parle assez longuement, ça fait que c'est super intéressant là-dessus. Mais pour aujourd'hui, c'était ça. Voilà pourquoi Aristote est super cool. Voilà pourquoi ces régimes politiques s'appliquent. Sa grille fait juste marcher. Puis peut-être que j'en parlerai encore un autre tantôt dans d'autres vidéos pour d'autres régimes politiques. Parce que je trouve ça cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous merveilleusement bien. Vie longue et prospère. À la prochaine.